Marco et Elena Reyes avaient autrefois construit leur vie autour de leurs 5 enfants, sacrifiant tout pendant des années pour assurer leur avenir. Aujourd'hui, la maison presque vide, il ne leur restait qu'un vieux pick-up et leur fidèle berger allemand. Bravo. Ce jour-là, la pluie ne cessait de tomber, s'infiltrant à travers la veste fine de Marco, tandis qu'il regardait en silence les huissiers emporter leurs meubles. Chaque objet enlevé emportait avec lui un souvenir. À l'intérieur du camion, Elena restait assise en silence, un tube d'oxygène passant de son nez à la petite bonbonne posée à côté d'elle, sa main reposant doucement sur la tête de Bravo. Depuis la réception de l'avis de saisie, 6 semaines plus tôt, le chien refusait de s'éloigner d'elle. Leur fils aîné, Leonardo, s'approcha, tenant un parapluie de luxe au-dessus de son costume impeccable. Sa femme, Sylvia, resta dans leur Range Rover, évitant volontairement de croiser leurs regards. « Papa, tu ne peux pas continuer à dépenser comme ça », dit Leonardo en tendant une grande enveloppe brune à Marco. « Il y a une place libre à la maison de retraite de Pinecrest, poursuivit-il. Ils peuvent vous accueillir tous les deux la semaine prochaine. » Marco le fixa. « Une maison de retraite? Nous ne sommes pas impuissants, Leonardo. Ta mère a juste besoin de ses médicaments et d'un peu d'aide. Nous pouvons encore nous en sortir, » répondit-il fermement. Leonardo insista. L'endroit offre de bons soins médicaux et les frais sont raisonnables. Puis il jeta un regard vers Bravo. Mais il n'accepte pas les animaux. La voix de Marco trembla. « Bravo a tout vécu avec nous. Nous avons hypothéqué cette maison pour sauver ton restaurant, payer les études de Claudia et même aider Luca à rembourser ses dettes de jeu. 47 ans dans cette maison et maintenant tu veux qu'on jette nos vies? Bravo fait partie de la famille. »« C'est un chien, papa, pas la famille, » répondit Leonardo avec un soupir las. Sylvia sortit enfin du véhicule, ses talons claquant sur le sol mouillé. « Marco, sois réaliste. Vous êtes malade. Sans argent. Et franchement, un poids que nous ne pouvons plus porter. Ce chien est juste une dépense de plus. » Elena descendit lentement du camion, traînant sa bonbonne d'oxygène comme une ombre fatiguée. « Nous vous avons tout donné. Nos économies, notre maison, notre avenir. Et maintenant, vous ne nous laissez même pas garder notre chien ?» Leur fille Claudia arriva à son tour tenant des papiers dans une pochette étanche. À 45 ans, elle savait garder ses distances. « Nous avons déjà tout organisé, » dit-elle. « Bravo sera emmené dans un refuge. C'est la solution la plus compatissante, vu votre situation. » « Compatissante ?» La voix de Marco monta d'un ton. Quelque chose en lui se brisa enfin. Ce n'était pas de la tristesse, mais la fin de sa patience. « J'ai travaillé 60 heures par semaine pendant 30 ans pour que tu puisses porter ce costume et te dire avocate. Ta mère s'est abîmé les poumons dans les usines textiles pour que tu puisses étudier, et c'est ainsi que tu nous remercies. » Sa voix tremblait d'indignation. Un lourd silence suivit, interrompu seulement par la pluie battante sur les parapluies et le sifflement régulier de la machine à oxygène d'Elena. Leonardo sortit un trousseau de clés rouillées de sa poche. « C'est la vieille concession minière de grand-père, dans les Rocheuses, » dit-il. « C'est tout ce qu'il nous reste à vous offrir. La cabane tient encore, plus ou moins. Peut-être que l'air de la montagne aidera maman à mieux respirer. » Un instant, son visage s'adoucit. « Mais papa, ce chien ne survivra pas à un hiver en montagne. Il est vieux, tout comme... » Il s'arrêta avant de finir, mais le message était clair. « Tout comme vous. » La voix de Marco devint froide, lointaine, presque méconnaissable. « Bravo reste avec nous. Ce n'est pas négociable. » Les enfants échangèrent des regards nerveux, mélange de frustration et de soulagement d'avoir fait leur part. Sans un mot de plus, ils retournèrent à leur voiture de luxe et s'éloignèrent. Marco ouvrit l'enveloppe que Leonardo avait laissée. À l'intérieur, un mot. « Nous viendrons vous voir quand nous le pourrons. Essaie de comprendre. P.S. Il y a une clinique vétérinaire à 80 km de la cabane si tu tiens à garder le chien.
La voix fragile d'Elena brisa le silence. 50 ans de vie commune, 5 enfants, et c'est ainsi que tout se termine? Bravo gémit doucement, léchant sa main comme pour lui dire que ce n'était pas la fin. Pas encore. Les phares du vieux pick-up illuminèrent un panneau usé. Bienvenue à Ravens Hollow, fondé en 1952. En tournant le dernier virage, leur destination apparut, non pas une ville, mais les ruines d'un ancien site minier oublié. Les phares révélèrent des bâtiments effondrés, des machines rouillées, et au centre, ce qui restait de leur nouveau chez eux. Une cabane en rondin, la moitié du toit effondré, les vitres brisées, et un porche prêt à s'écrouler. Marco murmura à peine « Mon Dieu !» La trahison de leurs enfants les avait déjà profondément blessés, mais ce qu'ils voyaient enfonça encore davantage le couteau. Bravo aboya une fois, vivement, puis sauta du camion dès que Marco ouvrit la porte. Au lieu de disparaître dans la forêt, ce que Marco redoutait depuis le départ, le chien se mit à tourner autour de la cabane, le nez au sol, inspectant les environs. « Que fait-il » demanda Elena, son souffle formant une buée dans l'air glacé. Marco répondit « Il est plus intelligent que nos enfants. Il vérifie si on est en sécurité. » Il n'avait que 847 $ en liquide, une semaine de conserve, 12 jours de médicaments essentiels pour Elena et un sac de 20 kilos de croquettes qui paraissait suffisant jusqu'à maintenant à plus de 2400 mètres d'altitude. À l'intérieur, la cabane était en pire état encore. La neige avait envahi une partie du salon par le toit effondré. Un vieux poêle penchait dans un coin, le tuyau pendant à moitié. L'évier était détaché du mur, et les traces d'animaux prouvaient que l'endroit leur appartenait depuis longtemps. Marco s'assit sur une caisse renversée, le poids de la situation l'écrasant comme les montagnes autour d'eux. « Evie, je t'ai laissé tomber. Nous leur avons tout donné. » Il baissa les yeux vers Bravo, qui tremblait malgré son épaisse fourrure. Peut-être qu'ils avaient raison de dire qu'on aurait dû le laisser. Elena s'approcha lentement, son concentrateur d'oxygène peinant dans l'air mince. Elle prit la main calleuse de Marco dans la sienne, caressant de l'autre la tête du chien. « Marco Reyes, nous avons survécu à la grande récession, élevé 5 enfants avec nos salaires d'usine et enterré nos parents avec dignité. Ce n'est pas la fin. » Ses yeux brillaient d'une détermination que Marco n'avait plus vue depuis son diagnostic. Elle désigna le vieux panneau, visible à travers la fenêtre brisée. « Les gens venaient ici pour recommencer à zéro. Nous faisons la même chose. » Elle sourit doucement. « Et ce chien, il nous a montré plus de loyauté en un jour que nos enfants en toute une vie. » À ce moment précis, les oreilles de Bravo se dressèrent. Il grogna doucement, non pas avec menace, mais avec alerte. Son regard était fixé sur la porte brisée. « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand ?» demanda Marco en suivant son regard. Il ne voyait que la neige qui tombait. Pourtant, il savait que le chien percevait ce qu'eux ne pouvaient pas. Peut-être que c'est exactement ce genre d'instinct dont on a besoin maintenant. Bravo s'approcha de la porte et se posta fermement, attendant. Son message était clair. « Suivez-moi. » Marco hésita. « Où va-t-il ? Il fait un froid glacial dehors. » Mais Elena saisit déjà sa bonbonne d'oxygène. « J'ai plus confiance en lui qu'en nos enfants, maintenant. Allons voir ce qu'il a trouvé. » Ensemble, ils suivirent Bravo à travers la neige, à une vingtaine de mètres de la cabane, jusqu'à ce qui semblait être une ancienne cave à racines presque ensevelie. Le chien se mit à creuser avec une urgence fébrile, ses pattes projetant la neige, jusqu'à ce que Marco puisse atteindre la poignée gelée et forcer la porte. La lampe de poche de Marco révéla une petite pièce en béton remplie de bocaux de nourriture conservés, encore scellés malgré le temps, du bois empilé, des outils essentiels. Et, à leur grande surprise, un petit chauffage au propane avec 2 bonbonnes pleines. « Quelqu'un s'était préparé pour l'hiver » murmura Marco, la voix pleine d'étonnement. « Non, pas quelqu'un » corrigea Elena en pointant du doigt les initiales gravées sur le mur. « GR 1953. C'était ton grand-père, Giovanni Reyes. » Bravo s'assit à côté d'eux, sa queue balayant le sol poussiéreux comme un balai, l'air étrangement satisfait. « Bon chien,
murmura Marco. « Très bon chien. » Cette nuit-là, ils restèrent dans le camion, allumant et éteignant le chauffage au propane pour économiser le combustible. Bravo, blotti entre eux, partageait sa chaleur. Dehors, la tempête hurlait contre les vitres, mais pour la première fois depuis leur départ, Marco réussit à s'endormir sans sentir le poids du désespoir lui écraser la poitrine. Au matin, la tempête s'était dissipée, dévoilant un paysage à la fois sauvage et magnifique. Les pins givrés se dressaient comme des gardiens silencieux autour de la clairière, et le lever du soleil peignait les sommets enneigés d'une lumière dorée, les faisant briller comme des montagnes en feu. Bravo, alerte, fixait intensément la pente derrière la cabane. « Qu'est-ce que tu vois, mon grand ?» demanda doucement Marco. Bravo gémit et posa une patte sur la vitre. Elena bougea à côté de lui, sa respiration plus pénible que d'habitude. L'altitude l'affectait visiblement. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-elle faiblement. « Je ne sais pas. Il fixe quelque chose là-haut. » Marco scruta la pente, mais ne vit que des rochers et des arbres. « Vérifie sa nourriture », suggéra Elena, mais la gamelle était intacte. Bravo restait immobile, les yeux rivés sur le même point dans la montagne. Au fil de la journée, Marco inspecta les dégâts de la cabane, cherchant ce qu'il pouvait réparer. Pourtant, Bravo ne cessa de surveiller, faisant parfois le tour de la clairière avant de revenir fixer la même direction. À midi, son comportement était trop cohérent pour l'ignorer. « Je crois qu'il veut qu'on le suive », finit par dire Marco. « Je ne pense pas pouvoir grimper aussi haut », admit Elena. Marco se sentit partagé, tiraillé entre écouter Bravo ou rester auprès d'Elena, dont chaque respiration semblait un combat. « Restez tous les deux ici, » décida-t-il, « j'irai voir moi-même. » Mais Bravo ne bougea pas. Il resta assis près d'Elena et refusa de suivre Marco, malgré ses appels répétés. « Il ne veut pas te quitter, » comprit Marco. « Quoi qu'il y ait là-haut, il croit que tu dois le voir. » Une lueur de détermination s'alluma dans les yeux d'Elena, la même flamme qu'elle avait montrée autrefois quand les médecins lui avaient dit qu'elle ne verrait jamais leur plus jeune enfant obtenir son diplôme. « Passe-moi la bonbonne portable », dit-elle en attrapant le réservoir d'oxygène de secours. L'ascension fut harassante. Tous les quelques mètres, Elena devait s'arrêter, s'appuyer contre un arbre ou un rocher, sa respiration rapide et saccadée malgré l'oxygène. Le cœur de Marco se serrait en la voyant lutter, mais Bravo ne la pressait jamais. Il s'arrêtait patiemment chaque fois, puis aboyait doucement pour les encourager à continuer quand elle retrouvait un peu de force. Ils avaient parcouru environ 400 mètres lorsque Bravo s'élança soudain, disparaissant derrière un groupe de rochers. Ses aboiements enthousiastes résonnèrent contre les parois de la montagne. « Bravo » appela Marco. « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand ?» Lorsqu'ils le rejoignirent enfin, la scène les figea. Dans une petite cuvette naturelle, une eau limpide miroitait, un bassin d'une dizaine de mètres de large, parfaitement clair, dont s'élevait une vapeur légère. La lumière du soleil traversait les arbres, illuminant la brume d'un éclat presque magique. « Une source chaude », dit Marco, émerveillé, oubliant sa fatigue. Bravo se tenait fièrement à côté, la queue battant visiblement heureux. Il plongea une patte dans l'eau et se retourna vers eux, comme pour leur dire « Regardez ». L'esprit analytique d'Elena reprit le dessus. Après des années passées à aider leurs enfants pour les projets scientifiques, sa curiosité se réveillait. « C'est une source thermale, probablement riche en minéraux. Les gens dépensent des fortunes dans des stations pour des eaux comme celle-ci. » Marco l'aida à s'asseoir sur un rocher plat. Elena trempa ses doigts dans l'eau et les porta à son nez. « Ça sent le soufre et peut-être le magnésium, comme les vieux compléments de ma grand-mère. » Bravo aboya une fois, puis se mit à creuser à quelques mètres du bassin. En quelques secondes, ses pattes mirent au jour un coin de métal rouillé. Marco s'agenouilla près de Bravo et commença à dégager la terre et les feuilles. Ensemble, ils mirent au jour une vieille boîte métallique de la taille d'un gros livre. Sur le couvercle, à moitié effacé par le temps, on distinguait les mots « G. Reyes, 1953 ». « Un autre cadeau de ton grand-père », murmura Elena.
À l'intérieur, soigneusement enveloppé, se trouvait un journal relié en cuir dont les pages jaunies étaient encore intactes. Il contenait des rapports géologiques, des lettres et une photo en noir et blanc. On y voyait un homme, Giovanni Reyes, debout à côté de la même source. À ses côtés, un berger allemand, assis fièrement, ressemblait étrangement à Bravo. Au dos de la photo, une phrase écrite à l'encre pâlie disait « La pharmacie de Dieu guérit ce que la médecine ne peut pas. Shadow l'a trouvé en premier, comme le font toujours les chiens. » Bravo renifla la photo, puis leva les yeux vers Marco, comme pour dire « Ça recommence ». Alors que le soleil d'hiver commençait à décliner, Elena enleva ses chaussures et, avec l'aide de Marco, plongea les pieds dans l'eau tiède. Presque aussitôt, la douleur sur son visage s'adoucit. La tension autour de sa bouche se relâcha et elle laissa échapper un souffle qui ressemblait plus à un soupir de soulagement qu'à un effort. « C'est comme si ça entrait en moi », murmura-t-elle, comme respirer sous l'eau, mais d'une bonne façon. Lorsque le soleil disparut derrière les montagnes et qu'ils entreprirent le chemin du retour, Elena marchait avec plus d'aisance. Sa respiration restait lourde, mais elle n'était plus haletante. Il y avait un rythme, non plus de la panique. Ce soir-là, assis dans le camion, le chauffage au propane ronronnant doucement, ils lurent ensemble à la lampe de poche le vieux journal de Giovanni ouvert sur leurs genoux. Il y décrivait en détail les propriétés inhabituelles de la source. L'eau reste chaude toute l'année, même en hiver. L'arthrite de Martha a disparu après quelques mois de bain. La peau des enfants s'est clarifiée. Shadow nous y a conduits le 3e jour, comme s'il savait déjà que nous appartenions à cet endroit. Je ne crois pas que nous ayons trouvé ce lieu. Je crois qu'il nous a trouvés. À leurs pieds, Bravo reposait paisiblement, levant la tête seulement lorsqu'il prononçait son nom, ou peut-être celui de Shadow, comme si ces histoires réveillaient en lui quelque chose de familier. En feuilletant plus loin, ils découvrirent des mentions d'autres bassins, chacun possédant une composition minérale particulière bénéfique pour différents maux. Giovanni notait que certains habitants du coin venaient discrètement s'y baigner. Des entreprises pharmaceutiques avaient même tenté d'acheter le terrain. Une lettre datée de 1953 proposait 50 000 $, l'équivalent de près d'1 demi-million aujourd'hui. Mais Giovanni avait refusé. Il avait décidé que les sources devaient rester dans la famille. La dernière entrée, écrite un mois avant sa mort, disait « La montagne garde ses secrets pour ceux qui en ont réellement besoin. Les chiots de Shadow sont dispersés à travers le pays, mais je crois que l'un d'eux reviendra quand ce sera nécessaire. Les chiens se souviennent de ce que les hommes oublient. » Marco regarda Bravo, stupéfait. « Tu savais, murmura-t-il, d'une manière ou d'une autre, tu savais déjà. » Elena prit sa main. « Nos enfants ne nous ont rien laissé, » dit-elle doucement. « Mais peut-être que ce rien est exactement ce dont nous avions besoin. » Le lendemain matin se leva dans une lumière éclatante. Le soleil, filtrant à travers l'air glacé, faisait briller la neige comme une toile de cristal. Marco se réveilla raide et transi, mais avec une clarté nouvelle. Pour la première fois depuis des années, peut-être depuis sa retraite, il ressentait une direction, une raison d'avancer. À côté de lui, Elena dormait paisiblement, respirant plus librement malgré la panne de son concentrateur d'oxygène durant la nuit. Dehors, Bravo se tenait déjà debout, posté près de la cabane, vigilant et concentré comme s'il attendait des instructions. Quand Marco sortit, étirant ses muscles endoloris, Bravo trottina vers lui et poussa doucement sa main du museau. Puis, il se tourna vers la cabane, jetant un regard au toit effondré. « Tu as raison, marmonna Marco. On ne peut pas continuer à dormir dans le camion. » Un instant, il pense appeler quelqu'un à l'aide, un artisan peut-être d'une ville voisine. Mais la réalité le rattrapa. Ils avaient moins de 850 $, aucun téléphone fonctionnel, aucun signal, et une route bloquée par la neige pour des semaines. Personne ne viendrait. Marco observa longuement la cabane, ne la voyant plus comme une ruine, mais comme un défi. Il avait passé des décennies à réparer des machines d'usine,
à trouver des solutions quand les pièces n'existaient plus. C'est juste une grande machine cassée, dit-il à Bravo, une qui ne bouge pas. Le chien pencha la tête comme pour approuver cette logique. Elena les rejoignit dehors, respirant l'air froid. « Je me sens différente, » dit-elle en posant la main sur sa poitrine. Comme si quelque chose s'était libéré en moi cette nuit. Alors que Marco voyait la source comme un secret à protéger, Elena y voyait une opportunité. « Il faut rendre cet endroit habitable, » dit-elle, « et j'ai besoin d'un chemin sûr pour atteindre cette eau chaque jour. » Ce fut leur première mission, créer un sentier praticable entre la cabane et la source. Marco utilisa des pierres pour paver le chemin, le renforçant avec du bois récupéré sur les bâtiments en ruine alentour. Bravo aidait en traînant des branches et des planches, les déposant exactement où il fallait, attendant l'accord de Marco avant d'aller en chercher d'autres. Marco redécouvrit une partie de lui-même dans ce travail. Ce n'était plus le labeur épuisant et répétitif de l'usine, mais une œuvre de sens, concrète. Chaque pierre posée, chaque pas dégagé, représentait un progrès visible, tangible, un morceau d'espoir qu'ils bâtissaient ensemble. Au troisième jour, Elena pouvait parcourir le sentier jusqu'à la source presque sans aide. Chaque fois qu'elle s'immergeait dans les eaux riches en minéraux, ses forces revenaient un peu plus. Le réservoir d'oxygène portable, autrefois indispensable, restait désormais la plupart du temps à la cabane. Ces minéraux, expliqua-t-elle en lisant à voix haute les notes de Giovanni, réduisent l'inflammation dans les poumons. Écoute ça. Il parle d'un effondrement de mine en 1955. 3 ouvriers souffrant de lésions pulmonaires dues à la poussière de charbon ont retrouvé la santé après 2 mois de bains quotidiens. La reconstruction de la cabane, elle, fut bien plus difficile. Les infiltrations d'eau causées par le toit effondré avaient fragilisé plusieurs parties de la structure. Marco travailla avec prudence, utilisant les vieux outils trouvés dans la cave de Giovanni. Il démonta d'abord les zones abîmées pour préserver les fondations. « Grand-père avait construit ça pour durer », observa-t-il. « Ce sont les ajouts qui se sont effondrés, pas la charpente. » Et Bravo, d'une manière ou d'une autre, continuait à dénicher tout ce dont ils avaient besoin. Ils disparaissaient dans la forêt ou vers les anciens bâtiments de la mine, aboyant jusqu'à ce que Marco ou Elena le rejoignent. Il découvrit un stock de bois préservé dans un abri à moitié enterré, des fenêtres encore intactes dans ce qui avait été le bureau du contremaître, et, plus inattendu encore, des panneaux solaires provenant sans doute d'une tentative plus récente de réhabilitation du site. « Comment il sait ?» demanda Elena stupéfaite. « Comment il sait exactement ce qu'il nous faut ?»« Peut-être qu'il sent encore la trace de grand-père sur tout ça, » répondit Marco, sans en être vraiment sûr. Mais 2 semaines plus tard, Bravo fit une découverte qui allait dépasser toutes les autres. Marco cherchait une solution de chauffage qui ne dépende pas de l'ancien poêle à bois. Il craignait que la fumée n'aggrave l'état d'Elena. Un après-midi, Bravo disparut pendant presque 3 heures. Lorsqu'il revint couvert de boue et plein d'énergie, il aboyait sans s'arrêter jusqu'à ce qu'ils finissent par le suivre. Il les mena à ce qui ressemblait à un hangar d'entretien, presque dissimulé par la colline et les années de végétation. À l'intérieur, sous une épaisse couche de poussière et de débris, ils mirent au jour un système de chauffage au propane complet. Il semblait plus récent que le reste des bâtiments, probablement installés lors d'une brève tentative de restauration dans les années 1980. Les bonbonnes étaient vides, mais l'appareil paraissait récupérable. Il suffisait de le nettoyer et d'y faire quelques réparations mineures. « C'est exactement ce qu'il nous fallait », dit calmement Marco en examinant le matériel. Ce soir-là, tandis qu'Elena trempait ses pieds dans l'eau chaude de la source qu'ils avaient ramenée jusqu'au camion, elle remarqua quelque chose d'étonnant. « Marco, regarde !» dit-elle. Elle releva ses pantalons, montrant ses chevilles. Le gonflement avait complètement disparu. Depuis des années, Elena souffrait d'enflures douloureuses à la fin de chaque journée. Effet secondaire de son traitement cardiaque. Ses chevilles paraissaient désormais normales, la peau lisse, sans tension ni brillance. Et ce n'est pas tout.
ajouta-t-elle. « Mes articulations vont mieux le matin. » Elle serra les doigts en poing, un geste qu'elle n'avait plus pu faire sans douleur depuis presque 10 ans. Marco s'assit lentement sur une caisse renversée. « Les sources, murmura-t-il, elles te guérissent vraiment. »« Pas seulement moi, répondit Elena en hochant la tête vers lui. Tu portes du bois, tu martèles, tu travailles à genoux. Quand as-tu pris tes comprimés pour l'arthrite pour la dernière fois ?» Marco resta pensif. Son flacon de médicaments était encore scellé dans la trousse médicale. Il plia les doigts, fit rouler son épaule, autrefois raide, et remarqua que la douleur habituelle s'était presque éteinte. « Je pensais juste être trop occupé pour y faire attention, » dit-il. « Non, » insista Elena, « c'est l'eau de la source. Tu te laves chaque jour avec celle que je rapporte. » Ils regardèrent Bravo. En entendant son nom, le chien leva la tête. Ses yeux brillaient d'énergie. Malgré l'altitude et son âge, il avait passé la journée à courir, alerte et infatigable. Même le gris autour de son museau semblait s'estomper. Marco rouvrit le journal de Giovanni, impatient de relire ce qu'il avait autrefois pris pour des histoires. Les passages sur les pouvoirs curatifs des sources prenaient maintenant un tout autre sens. Une note attira particulièrement son attention. Chaque source a un effet unique. Celle du Nord aide les articulations et les os. Celle de l'Est soigne les plaies et les problèmes de peau. La plus grande, près du pin frappé par la foudre, renforce le cœur et les poumons. Shadow conduit toujours les gens vers la source dont ils ont besoin, comme s'ils pouvaient la sentir. « Plusieurs sources, » murmura Marco. « Bravo, ne nous en a montré qu'une. » Le visage d'Elena s'illumina. « Celle qui m'aide à respirer, c'était la première dont nous avions besoin. » Le lendemain matin, ils retournèrent avec Bravo à la source initiale. Mais cette fois, au lieu de s'y arrêter, Marco demanda « Tu peux nous montrer les autres, mon grand? Les autres sources ?» Les oreilles de Bravo se dressèrent. Il fit un tour autour de la première source, puis se mit à avancer le long de la pente, vérifiant souvent qu'il le suivait. Le sentier était plus difficile, traversant la montagne au lieu de la gravir. Marco aida Elena avec précaution à franchir les passages irréguliers. Après une quinzaine de minutes, Bravo disparut derrière un amas de rochers. Lorsqu'ils le rejoignirent, il se tenait près d'une source plus petite, entourée de pierres rougeâtres, d'où s'échappait une vapeur légère. « La source de l'Est », dit Marco se rappelant les notes, « celle pour la peau et les blessures. » Cette source avait une odeur différente, moins de soufre, avec un léger parfum métallique. Marco y plongea la main, sentant la douceur soyeuse de l'eau. Sur un élan, Marco plongea dans la source une petite coupure qu'il s'était faite en réparant le toit. En quelques minutes, la rougeur et le gonflement diminuèrent visiblement. Bravo ne leur laissa que peu de temps pour s'émerveiller avant de repartir, les guidant vers une troisième source cachée dans un bosquet de trembles. Comme décrite dans le journal, celle-ci se trouvait au pied d'un immense pin marqué par la foudre. L'arbre avait été presque fendu en deux, mais tenait toujours debout. L'eau de cette source était d'une limpidité cristalline, légèrement teintée de bleu, et dégageait une forte odeur minérale. « 3 sources distinctes, 3 types d'eau différents, » dit Elena, son instinct scientifique s'éveillant. Chacune avec sa propre propriété curative. Mais Bravo n'en avait pas fini. Il les mena encore plus loin, jusqu'à une 4e source, absente du journal. Elle était minuscule, à peine 1 mètre de diamètre, nichée contre la paroi de la montagne et bordée de pierres noires parfaitement lisses. L'eau y était si claire qu'elle semblait invisible, tiède mais sans dégager de vapeur. « Celle-là n'est pas mentionnée », nota Marco. « Peut-être qu'elle est apparue après l'époque de Giovanni. L'activité thermique change avec le temps. » Elena trempa le bout des doigts, les porta à ses lèvres, pensive. « Le goût est différent. Plus doux d'une certaine façon, » dit-elle. Bravo s'approcha alors d'une manière inhabituelle. Au lieu de s'avancer fièrement, il s'allongea près de la source et posa doucement sa tête sur le bord, comme s'il lui rendait hommage. Quand Marco voulut toucher l'eau à nouveau, Bravo émit un grondement bas d'avertissement.
Je crois qu'il nous dit que celle-ci est différente, murmura Elena. Elle mérite le respect. Lorsqu'ils revinrent à la cabane, épuisés mais remplis d'une étrange énergie, ils comprirent que leur héritage n'était pas une simple cabane délabrée, mais un sanctuaire caché, entouré de sources de guérison. « Nos enfants pensaient nous envoyer mourir dans la nature », dit Elena en souriant, « mais je crois qu'ils nous ont, sans le savoir, envoyés à l'endroit même qui pouvait nous sauver. La vraie question c'est, qu'allons-nous faire de ce don ?» Dans les jours qui suivirent, une routine s'installa. Le matin, ils reconstruisaient la cabane. Marco s'occupait des réparations structurelles, tandis qu'Elena, retrouvant des forces chaque jour, organisait les provisions et commençait à dégager un petit espace pour un futur jardin. Chaque après-midi, ils allaient aux sources. Bravo les conduisait toujours vers celle qui semblait leur convenir le mieux. Peu à peu, la cabane se transforma. D'un abri en ruine, elle devint une maison accueillante. Marco répara le toit avec des plaques de métal récupérées sur les anciens bâtiments de la mine, remplaça les vitres et les scella soigneusement contre le vent glacial. Une fois nettoyés et bien orientés, les panneaux solaires fournissaient assez d'énergie pour éclairer la cabane et alimenter les appareils médicaux d'Elena. L'un des projets les plus ingénieux de Marco fut un système d'eau à gravité, conçu à partir de tuyaux et de filtres retrouvés dans les anciennes conduites minières. L'eau pure de la montagne arrivait désormais directement dans la cabane. Un réservoir relié au poêle à bois permettait même d'avoir de l'eau chaude pour se laver et nettoyer. Bravo semblait comprendre chacune de leurs avancées. Il menait souvent Marco exactement là où se trouvaient les matériaux dont il avait besoin, parfois avant même que Marco ne sache ce qu'il cherchait. Un jour, alors que Marco ne savait pas comment isoler le mur nord, Bravo disparut encore. Des heures plus tard, il revint et l'emmena à un ancien entrepôt oublié où se trouvaient d'énormes rouleaux d'isolant industriel. « C'est comme s'il lisait dans mes pensées », dit Marco un soir. « Ou peut-être dans celles de ton grand-père », répondit Elena. « Et si Giovanni avait laissé des réserves partout ici, que Bravo arrive à détecter ?» Leurs changements physiques devinrent indéniables. Elena, qui autrefois avait besoin d'oxygène pour le moindre effort, se déplaçait maintenant librement dans la cabane. Sa toux avait disparu, et sa peau retrouvait une couleur vive et saine. Marco, lui, n'avait presque plus de douleur. Il pouvait s'agenouiller sans peine pour installer des radiateurs, impensable quelques semaines plus tôt. Même Bravo semblait rajeuni. Son pelage brillait, ses yeux pétillaient, et il courait dans la neige comme un chiot, non comme un vieux chien de 9 ans. « Ces sources nous guérissent tous », observa Elena un après-midi. Ils restaient totalement isolés, aucune route, aucun réseau, aucun visiteur. Et pourtant, au lieu de la solitude qu'ils redoutaient, ils découvrirent une joie inattendue dans leur routine et dans les petits progrès de chaque jour. Un mois après leur arrivée, Marco découvrit une radio amateur dans l'ancien bureau du contremaître. Avec quelques réparations et pièces récupérées, il parvint à la faire fonctionner. Ils contactèrent une station appelée Bravo à une 50aine de kilomètres pour confirmer leur présence et leur bonne santé, mais refusèrent poliment toute aide. « Nous allons très bien », déclara Marco au correspondant surpris. « On voulait juste que quelqu'un sache qu'on est là. » Ce soir-là, ils prirent une grande décision. Guidés par le journal de Giovanni, ils allaient transformer leur usage instinctif des sources en une pratique organisée. Elena, renouant avec sa passion pour le jardinage, commença à planifier un système de bassins en terrasse pour collecter et redistribuer les différentes eaux thermales de manière ordonnée. Marco commença à dessiner des plans pour de petits abris où les gens pourraient se changer et se reposer. Même Bravo participait, utilisant son incroyable sens du terrain et des matériaux pour indiquer les endroits sûrs où construire sans perturber le flux naturel des sources. 6 semaines après leur arrivée, ce qui ressemblait d'abord à un exil, ils se tinrent côte à côte, contemplant le chemin parcouru. La cabane était désormais solide et confortable, avec un vrai lit à l'intérieur, remplaçant les nuits passées dans le camion.
Un petit jardin avait été préparé et enrichi de minéraux issus des sources, prêts pour les semis du printemps. La première piscine en terrasse était presque terminée, chaque pierre posée avec soin, Bravo semblant savoir exactement lesquelles utiliser. « Nous sommes arrivés sans rien, dit Marco, la voix chargée d'émotion. Et maintenant, je me sens plus riche que je ne l'ai jamais été. » Elena se blottit contre lui. « Nos enfants nous ont rejetés, comme si nous n'avions plus de valeur. Mais cette montagne, elle nous a accueillis, comme si nous étions à notre place. » Bravo, assis près d'eux, regardait attentivement la pente où les sources scintillaient au loin. À la lumière déclinante, il ressemblait étrangement au chien sur la vieille photo de Giovanni, gardien de ses terres, guide vers la guérison génération après génération. Ce soir-là, tandis que de légers flocons tombaient dehors, Elena ouvrit le journal qu'ils avaient commencé et y ajouta une nouvelle page. Poursuivre l'héritage de Giovanni, jour 42 à Ravens Hollow. Pour la première fois depuis 15 ans, Marco dormit sans avoir besoin d'antalgique. Le concentrateur d'oxygène d'Elena resta inutilisé dans un coin. Bravo, lui, semblait plus en forme de jour en jour. L'eau guérissait leur corps, mais son effet le plus profond était ailleurs. Elle leur rendait un sens, une raison de vivre. Ils étaient venus ici persuadés que leur histoire touchait à sa fin. En réalité, elle ne faisait que commencer. Le printemps arriva soudainement dans les hautes montagnes, comme si l'hiver s'était évanoui du jour au lendemain. La neige fondit rapidement, dévoilant des prairies éclatantes couvertes de fleurs sauvages. Ce renouveau spectaculaire reflétait la transformation incroyable qui s'opérait à Ravens Hollow. Ce qui n'était qu'une cabane en ruine dans un hameau oublié était devenu une maison chaleureuse, entourée d'un terrain soigneusement entretenu. Marco ne s'était pas contenté de réparer, il avait embelli l'endroit. Il construisit un porche couvert où Elena pouvait profiter du soleil tout en surveillant son jardin. Les panneaux solaires impeccables brillaient sur le toit orienté plein sud, et une cheminée de pierre, reconstruite selon les techniques notées par Giovanni, se dressait fièrement à l'ouest. Bravo était devenu bien plus qu'un compagnon. Il jouait un rôle essentiel dans leur quotidien. Chaque matin, il faisait le tour du terrain, avertissant de la présence d'animaux, cerfs, wapitis, parfois même ours noirs, qu'il faisait fuir avec des aboiements précis et calculés. Le jardin d'Elena prospérait d'une façon que peu auraient jugé possible à une telle altitude. Grâce à l'eau des sources utilisées pour l'irrigation, les plantes poussaient à une vitesse et une qualité remarquables. Les laitues étaient pleines et tendres. Les légumes racines mûrissaient en moitié moins de temps et les herbes dégageaient des arômes puissants. « Ce sont les minéraux », expliqua Elena en remuant des échantillons de terre dans des bocaux transparents. « De la même façon que les sources nous nourrissent, elles nourrissent les plantes. » « J'ai l'impression d'avoir rajeuni de 30 ans, dit Marco un soir, les pieds plongés dans l'eau tiède, comme si on m'offrait une seconde chance. « C'est comme si le temps reculait, répondit Elena, observant son reflet dans le miroir métallique poli que Marco avait fabriqué. Même Bravo montrait des signes visibles de renouveau. Son museau, autrefois gris, reprenait sa couleur sombre. Son pelage brillait et son énergie semblait inépuisable. Il montait et descendait la montagne chaque jour, parfois en transportant des outils dans un harnais spécial que Marco lui avait confectionné. Les sources elles-mêmes avaient évolué sous leurs soins. Guidé par les écrits de Giovanni et l'instinct précis de Bravo, Marco avait aménagé de véritables bassins à chaque emplacement. Utilisant pierres et bois récupérés, il créa des zones confortables, adaptées à différentes profondeurs et températures. Chaque bassin avait son but. La source favorisant la respiration disposait d'un espace calme pour méditer et respirer la vapeur minérale. Celle qui soulageait les articulations avait des bancs solides avec dossier. Celle pour la peau possédait une pente douce, idéale pour s'immerger entièrement. La plus petite, qu'ils appelèrent la source du recueillement, resta presque intacte, accessible seulement par un discret sentier de pierre.
Elena tenait des registres précis. Elle combina les notes de Giovanni avec leurs découvertes, créant un guide répertoriant les bienfaits de chaque source, les durées de bain idéales, les températures et les traitements complémentaires. Puis survint une découverte étonnante. Bravo commença à conduire des animaux blessés vers certaines sources. Un renard à la patte meurtrie fut doucement guidé vers la source pour la peau. Un cerf, peinant à respirer, fut mené vers la source pour les poumons. Le cas le plus incroyable fut celui d'un aigle tombé dans leur jardin. Bravo s'approcha calmement, tandis que Marco, suivant ses gestes, trempa délicatement l'aile blessée dans l'eau curative. En quelques jours, l'oiseau fut de nouveau capable de voler. Plus tard, Marco observa, ébahi, Bravo guider un lapin boitant vers la source pour les articulations. « Il ne nous aide pas seulement », dit Marco, « il aide les autres à guérir aussi. » Leur journal témoignait de cette prise de conscience grandissante du caractère extraordinaire de Ravens Hollow. Au jour 78, Elena nota que sa capacité pulmonaire atteignait 89% de la normale, un résultat jugé impossible par ses médecins. L'arthrite de Marco s'était tellement améliorée qu'une radio aurait sans doute révélé une régénération du cartilage. Quant à Bravo, il semblait comprendre les besoins de chacun, humain ou animal, et les guidait instinctivement vers la bonne source. Ils assistaient à des miracles quotidiens, mais chacun leur paraissait naturel, comme un lever de soleil. Quand le printemps céda doucement la place à l'été et que la neige quitta enfin les routes de montagne, leur isolement diminua peu à peu. Lors de leurs rares descentes au village pour acheter ce qu'ils ne pouvaient produire, les habitants les observaient d'abord avec méfiance. Mais Bravo dissipait vite la réserve. Son intelligence et son comportement impressionnaient, suscitant la conversation. Marco et Elena restaient prudents sur leur confidence. Ils disaient simplement qu'ils s'occupaient d'un terrain familial et profitaient du calme. Leur premier visiteur inattendu arriva au début de l'été. Giuseppe Moretti, un chasseur local, apparut dans leur clairière, appuyé sur une canne, le visage crispé de douleur. « Mon camion est tombé en panne à 3 miles d'ici », expliqua-t-il en désignant la piste. « Ma hanche me fait souffrir. Je me suis arrêté en voyant votre fumée, pensant que vous auriez un téléphone. » Avant même que Marco ne réponde qu'il n'avait pas de réseau, Bravo s'approcha de lui, le renifla, fit un tour autour, puis tira doucement sur son pantalon avant de se diriger vers le sentier menant à la source pour les articulations. « Votre chien essaie de me dire quelque chose », dit Giuseppe avec un sourire fatigué. « Il veut vous montrer quelque chose », répondit doucement Elena, « si vous êtes prêt à le suivre. » « Et après ça, » ajouta Marco, « je vous ramènerai à votre camion et on le remettra en marche. » Peut-être par douleur ou par curiosité, Giuseppe accepta. Bravo prit la tête, avançant à rythme régulier et s'arrêtant souvent pour que l'homme boitant puisse le suivre. Lorsqu'ils atteignirent la source destinée à apaiser les articulations, Bravo s'assit tranquillement au bord du bassin que Marco avait construit. « Qu'est-ce que c'est » demanda Giuseppe intrigué. « Une source chaude naturelle » expliqua Marco. « Riche en minéraux, idéal pour les muscles et les articulations douloureuses. »« Comme un spa de luxe » lança Giuseppe, sceptique. « Plutôt le genre de remède que vos grands-parents auraient utilisé » répondit Elena. « Avant que les pilules ne deviennent la solution à tout. » Peut-être était-ce leur façon simple de parler, ou peut-être que la douleur était trop forte pour être ignorée, mais Giuseppe finit par accepter d'essayer. Avec l'aide de Marco, il s'assit sur un banc, retira ses bottes et remonta son pantalon pour plonger ses jambes dans l'eau chaude. L'effet ne fut pas immédiat, mais progressif. Au fil des 20 minutes suivantes, sa mâchoire crispée se détendit, ses épaules s'abaissèrent et bientôt il se remit à parler. « J'ai vu 3 médecins pour cette hanche, » dit-il. « J'ai essayé les piqûres, la rééducation, même pensé à l'opération. Mais ça... » Il bougea lentement la jambe dans l'eau. « Ça me fait plus de bien que tout ce qu'ils ont tenté. » Lorsqu'il sortit du bassin, il retourna s'asseoir avec nettement moins de raideur. « Qu'est-ce que c'est que cet endroit ?» demanda-t-il. « Et comment votre chien a-t-il su ce qu'il me fallait ?»« Nous apprenons encore, » admit Marco. «
Chaque source semble soulager un problème différent. Et d'une façon ou d'une autre, Bravo sait toujours où emmener les gens. Giuseppe hocha la tête lentement. J'avais un chien d'arrêt autrefois. Il flairait l'écaille comme par magie. Certains animaux sentent des choses qu'on ne perçoit pas. Après un silence réfléchi, il demanda « Est-ce que je pourrais revenir un jour, pour ma hanche ?» Et c'est ainsi que Ravens Hollow commença doucement à ouvrir ses portes. Giuseppe revint peu après, d'abord seul, puis avec sa femme, Rosa. Son arthrite réagit tout aussi bien à la source pour les articulations. Ils apportaient de petits présents, des bocaux de confiture, de la viande fraîche des chasses de Giuseppe, des objets utiles. Mais surtout, ils apportaient un profond respect. Sans qu'on ait besoin de le leur dire, ils comprirent que les sources n'étaient pas faites pour être divulguées. Grâce à leur discrétion, la nouvelle se répandit seulement parmi un petit cercle d'habitants souffrant de problèmes chroniques. Des gens qui avaient tout essayé et cherchaient moins un miracle qu'une paix intérieure. À chaque visite, Bravo les accueillait, les observait, les humait, puis les guidait vers la source correspondant à leur état. Marco et Elena établirent des règles simples. Visite sur rendez-vous, pas de publicité, pas de paiement obligatoire. Seulement des contributions volontaires pour entretenir le lieu. Parfois c'était de l'argent, mais le plus souvent des dons en nature, de la nourriture ou de l'aide manuelle. Ces échanges permirent d'améliorer les installations sans épuiser leurs maigres ressources. À la mi-été, ils recevaient des visiteurs 3 jours par semaine. Marco allait chercher les invités avec leur camion réparé, remis en état grâce à des pièces que Bravo avait dénichées parmi les véhicules abandonnés alentour. Pendant ce temps, Elena préparait les bassins et tenait à jour leurs registres. Bravo, désormais plus qu'un guide, était devenu le cœur même de l'expérience. Beaucoup de visiteurs affirmaient que sa présence apportait quelque chose de plus que du réconfort, comme si la guérison devenait plus profonde. Ceux qui souffraient de blessures émotionnelles ou d'anxiété disaient que sa sérénité les apaisait. Certains racontaient qu'il posait doucement sa tête sur leurs genoux ou s'asseyait près d'eux en silence, offrant une compagnie tranquille qui avait un effet thérapeutique. Un moment fort eut lieu lorsque Giuseppe amena un adolescent du coin, victime de crises de panique après un accident de voiture. Les médicaments l'avaient rendu amorphe et détaché du monde. Mais après 3 visites à la source de respiration, avec Bravo blotti contre lui, le garçon vécut sa première semaine sans crise depuis des mois. « Ce chien vaut plus que l'or », déclara Giuseppe. « Certains paient une fortune pour une thérapie qui n'apporte pas la moitié de ce qu'il fait. » Leur œuvre de guérison resta modeste et discrète, centrée sur les habitants qui n'avaient non plus d'autre solution. Ils limitèrent les visites à 8 personnes par jour afin de préserver la paix du lieu, devenue essentielle. Mais les transformations ne touchaient pas que les visiteurs. Marco et Elena, autrefois rejetés par leur famille, renaissaient dans cet endroit isolé. Ce qui avait commencé comme un exil s'était transformé en quelque chose de profondément beau. Marco, d'un naturel pratique, découvrit un sens artistique dans son travail. Ces allées, abris et bassins n'étaient pas seulement fonctionnels, ils étaient harmonieux. Il sculptait les rampes à la main, disposait les pierres en mosaïque complexe et plaçait les bancs là où la vue sur la montagne était la plus belle. Elena, qui avait passé sa vie à s'occuper des autres, trouva une nouvelle vocation dans la recherche et la guérison. Elle assuma son rôle de gardienne des sources avec joie et conviction. Ses relevés précis des effets thérapeutiques devinrent une ressource précieuse. Son intuition naturelle pour comprendre les besoins des visiteurs se mariait parfaitement à l'incroyable instinct de Bravo. Ensemble, ils avaient créé quelque chose d'inimaginable, un lieu de guérison à tous les niveaux. Les maux physiques s'apaisaient, mais beaucoup parlaient aussi d'une clarté émotionnelle, d'un renouveau intérieur, voire de révélations spirituelles durant leur séjour. Un jour, nous pensions avoir atteint la fin de notre utilité, dit Marco doucement, alors que le soleil couchant dorait les montagnes. Aujourd'hui, j'ai l'impression que nous accomplissons le travail le plus important de notre vie. Elena hocha la tête à ses côtés. Nos enfants nous voyaient comme un fardeau, quelque chose à mettre de côté, dit-elle. Mais ici,
nous faisons une différence. Nous sommes devenus une force positive dans la vie des gens. À ce moment-là, Bravo redressa brusquement les oreilles. Attentif, il tourna la tête vers la route d'accès. Il n'était pas inquiet, juste en alerte. Quelques secondes plus tard, le camion de Giuseppe apparut. Mais ce n'était ni Giuseppe ni Rosa qui en descendirent. Une femme mince, d'une 60aine d'années, en sortit avec assurance. Elle portait un appareil photo professionnel autour du cou. « C'est la docteure Marta Navarro », murmura Elena, la reconnaissant aussitôt. Giuseppe avait dit qu'elle s'intéressait aux sources. Je ne pensais pas qu'elle viendrait elle-même. Bravo s'avança pour l'accueillir, comme à son habitude. Mais cette fois, après avoir tourné autour d'elle, il poussa un aboiement net, puis retourna vers Marco et Elena, avant de se tourner à nouveau vers la visiteuse, comme pour la guider. « Il n'a jamais fait ça », dit Marco surpris. « On dirait qu'il te la présente », suggéra Elena. La docteure Navarro arriva à leur hauteur, un regard ouvert et bienveillant sur le visage. « Giuseppe Moretti ne cesse de parler de vos sources », dit-elle. « Et en tant que seul médecin du coin, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Plusieurs patients ont annulé leur rendez-vous de suivi parce qu'ils se sentent soudainement mieux. » Marco se raidit, inquiet de ce que cela pouvait impliquer. Mais la docteure leva aussitôt la main pour le rassurer. « Je ne suis pas ici pour créer des ennuis, » expliqua-t-elle. « Je suis ici parce que je suis curieuse, et aussi parce que je fais face à quelque chose que je n'arrive pas à soigner moi-même. » Elle leva la main droite. Ses articulations étaient gonflées, ses doigts déformés par l'arthrite rhumatoïde. « 20 ans à exercer comme vétérinaire, dit-elle. J'ai passé ma vie à soigner les animaux, et maintenant, mes propres mains ne me servent presque plus. » Bravo s'approcha d'elle, toucha doucement sa main de son museau, puis leva les yeux vers le sentier menant à la source pour les articulations. « Votre chien est exceptionnel, » dit la docteure en le suivant du regard. « Giuseppe m'avait dit qu'il savait ce dont les gens avaient besoin. J'étais sceptique, mais maintenant que je le vois. » Elle s'accroupit pour l'observer de plus près, son expérience de vétérinaire transparaissant dans chacun de ses gestes. Croisé berger allemand, environ 9 ans, peut-être plus, estima-t-elle. Mais il ne bouge pas du tout comme un chien âgé. « Les sources ont changé tout cela, » expliqua Elena. « Quand nous sommes arrivés, aucun de nous n'était en bonne santé. » La visite de la docteure Navarro marqua un tournant. Grâce à ses connaissances médicales, elle apporta une nouvelle profondeur à leur compréhension. Après seulement 3 visites à la source pour les articulations, elle retrouva toute la mobilité de sa main. « Cet endroit doit être étudié, » déclara-t-elle, « pas exploité, compris. Ce qui se passe ici dépasse tout ce que nous savons en médecine classique. » Avec son aide, ils commencèrent à tout documenter plus rigoureusement. Évaluation avant et après traitement, photographie, chronologie précise des progrès. Elle mit également le couple en contact avec un laboratoire capable d'analyser la composition minérale de l'eau avec une précision bien supérieure à la leur. Mais ce qui la fascinait le plus, c'était Bravo. Grâce à son œil de vétérinaire, elle remarqua des détails que Marco et Elena n'avaient jamais relevés. Il ne se contente pas de détecter les problèmes physiques, expliqua-t-elle. Il réagit aussi aux émotions. J'ai vu comment il attendait avant de conduire un homme à la source, jusqu'à ce que celui-ci se calme. Elle marqua une pause, puis ajouta « C'est comme s'il comprenait que le corps ne peut pas commencer à guérir tant que l'esprit n'est pas prêt. » La docteure Navarro entreprit alors de consigner méthodiquement les interactions de Bravo avec les visiteurs. Ces notes révélèrent des schémas constants. Il adaptait son comportement à l'état émotionnel, à la mobilité physique ou même au degré d'ouverture de chaque personne. Quand un visiteur arrivait anxieux, Bravo se montrait doux et patient. Quand quelqu'un doutait, il faisait preuve de calme persévérant. Et face à la peur, il restait tout près, silencieux, rassurant. « En 20 ans de pratique, dit-elle un jour, je n'ai jamais rien observé de semblable. » Puis vint la découverte la plus stupéfiante. La docteure Navarro effectua un examen complet de Bravo, analyse sanguine, test de souplesse, réflexe cognitif.
Les résultats furent incroyables. Tout indiquait un chien ayant l'âge biologique d'un animal 2 fois plus jeune. Ces sources ne font pas que soulager les symptômes, dit-elle à Marco et Elena. Elles inversent le vieillissement. Les cellules de Bravo montrent une régénération complète. C'est comme si le temps lui-même était en train d'être réécrit. Avec la confirmation scientifique de la docteure Navarro, ce que Marco et Elena avaient jusque-là simplement ressenti devint indéniable. Les eaux de Ravens Hollow faisaient quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui défiait la science, mais que l'on pouvait désormais mesurer, observer et comprendre. Leur regard sur tout cela changea en silence, ce qui, au départ, n'était qu'un voyage personnel vers la guérison, devenu ensuite une mission d'aide pour les habitants voisins, prenait maintenant une dimension bien plus vaste. Un lieu comme celui-ci, capable de renverser la maladie, de freiner le vieillissement, pouvait bouleverser le monde. « Il faut protéger cet endroit », dit Marco un soir, pensif, méditant les implications des découvertes de la docteure Navarro. « Si les mauvaises personnes apprennent qu'il existe une eau qui guérit et rajeunit, » murmura Elena, la voix tremblante. « Les compagnies pharmaceutiques se jetteraient dessus. Les promoteurs viendraient tout bétonner et en feraient un spa de luxe. Et tout ce qui rend cet endroit unique disparaîtrait, » approuva Marco. Leur conversation fut interrompue par Bravo, qui se redressa brusquement, le regard fixé sur la route d'accès. Ce n'était pas sa posture habituelle lorsqu'un visiteur arrivait, ni celle qu'il adoptait face à un animal sauvage. Il semblait sur la défensive, presque méfiant. « Quelqu'un arrive !» dit Marco en saisissant ses jumelles. À travers les verres, il aperçut un SUV noir brillant, avançant lentement sur le chemin caouteux, peinant sur le terrain accidenté. Le véhicule, impeccable, paraissait presque absurde au milieu du décor sauvage des montagnes. Bravo s'interposa instinctivement entre Marco et Elena, son corps tendu, un grondement sourd montant de sa gorge. « Je n'aime pas ça, dit Elena. Nous n'attendions personne aujourd'hui. » Le SUV finit par se garer près de leur camion. Quand le conducteur descendit, Marco et Elena restèrent figés. C'était Leonardo, leur fils aîné, vêtu d'un équipement de randonnée de luxe, plus fait pour une séance photo que pour la montagne. Bravo grogna plus fort. Marco pose doucement la main sur son collier. « Doucement, mon grand », murmura-t-il. Leonardo balaya le lieu du regard, bouche bée. Il observa la cabane restaurée, les jardins ordonnés, les panneaux solaires alignés, les sentiers soigneusement tracés dans la forêt. « Papa, maman, c'est bien vous ?» lança-t-il, incrédule. Elena s'avança calmement. « Bonjour, Leonardo. »« Quelle surprise !»« Vous avez l'air incroyable, » dit-il en s'approchant. « La dernière fois que je vous ai vu, vous n'étiez pas comme ça. » Marco ne sourit pas. « La dernière fois que nous t'avons vu, nous étions brisés et abandonnés, » répondit-il d'une voix ferme. « Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'amène ici après 6 mois de silence ?» Leonardo hésita, jetant un coup d'œil vers la maison. « Nous avons essayé de vous contacter, lettres, appels. »« Il n'y a pas de téléphone ici, » dit Marco, « et aucune lettre n'est jamais arrivée. On dirait que tu as trouvé le chemin quand ça a fini par t'arranger. » Avant qu'il ne continue, la portière du passager s'ouvrit. Claudia sortit, un dossier en cuir à la main, son éternel portefeuille d'avocate. Derrière elle vinrent Luca, puis Silvia, la femme de Leonardo qui regarda autour d'elle avec gêne, veillant à garder ses bottes de marque parfaitement propres. Bravo, se raidit à nouveau. Il se plaça plus solidement encore entre Marco, Elena et leurs enfants qui approchaient. « Mon Dieu !» s'exclama Claudia en voyant Elena. « Tu n'utilises plus d'oxygène? Et tes cheveux? Ils ont retrouvé leur couleur. » « L'air de la montagne fait des miracles, » répondit Elena calmement. Silvia resta en retrait, le regard méfiant. « Et le chien est encore en vie ?» demanda-t-elle surprise. Marco l'ignora et fixa directement ses enfants. « Pourquoi êtes-vous venus ?» Leonardo et Claudia échangèrent un regard avant que Leonardo ne prenne la parole. « Il y a des rumeurs en ville, » dit-il prudemment, « des histoires sur une sorte de retraite de guérison dans les montagnes, sur un vieux couple qui la dirige. Sur un chien. »
Il désigna Bravo, capable de guider les gens vers la source dont ils ont besoin. Un silence lourd tomba entre eux. La tension était palpable. D'un côté, Marco et Elena, rejetés autrefois, aujourd'hui transformés. Et de l'autre, leurs enfants, attirés non par l'amour, mais par la valeur de ce qu'ils avaient trouvé. Bravo resta immobile, les yeux fixés sur eux, observant chaque geste avec une vigilance presque humaine. « On peut s'asseoir et parler ?» demanda enfin Leonardo. Marco hocha la tête brièvement. « Sur le porche, pas à l'intérieur. » Ils s'installèrent sur le porche avant. Claudia fut la première à prendre la parole, choisissant ses mots avec soin. « Vous avez accompli quelque chose de remarquable ici, » dit-elle. « Cet endroit, il est transformé. » Le ton de Lucas était plus chaleureux. « Vous êtes magnifiques tous les deux. »« Maman, je me souviens du temps où tu pouvais à peine atteindre la voiture sans aide. » Elena esquissa un léger sourire. « Ravens Hollow nous a fait du bien. » Leonardo se pencha en avant. « Soyons honnêtes. En ville, les gens appellent cet endroit un miracle. Ils disent que vous avez créé une sorte de sanctuaire de guérison. Et votre chien, il désigna Bravo qui ne le quittait pas des yeux, est devenu une véritable légende. » Marco haussa les épaules. « Les gens aiment les histoires ici. Les villages de montagne ont toujours leurs légendes. Mais ces histoires sont vraies, non ?» demanda Sylvia en plissant les yeux. « Vous ne faites pas que vivre ici. Vous gérez quelque chose. Et regardez le chien. On dirait qu'il a rajeuni de 5 ans. Ça change tout. » Claudia sortit une pile de papier avec assurance. « Nous avons examiné les droits miniers et hydriques liés à cette terre, » commença-t-elle. « La concession originale de 1952 comprend de larges droits souterrains. Avec le bon développement, cela pourrait valoir une fortune. » « Développement ?» Le ton d'Elena se fit plus tranchant. « Ce n'est pas un projet commercial. »« Mais ça pourrait le devenir, » répondit Leonardo d'une voix posée. « Un centre de bien-être dans un endroit pareil, avec de vraies propriétés curatives et un chien thérapeute, c'est de l'or en marketing. » Lucas, resté jusque-là silencieux, prit enfin la parole. « Je pourrais gérer la partie commerciale. On pourrait en faire une station professionnelle, mettre en avant l'histoire du chien. »« Les gens adorent les animaux thérapeutes, » ajouta Sylvia. « Ce chien a déjà des fans. J'ai vu des comptes sur les réseaux sociaux qui lui sont dédiés. On pourrait tout monétiser. » L'expression d'Elena se durcit. Elle les regarda un par un. « Où étiez-vous quand je ne pouvais plus respirer? Quand il ne nous restait que 800 $ et un toit qui s'effondrait? Quand Bravo était malade et qu'on ne pouvait pas payer le vétérinaire? Vous nous avez laissés ici pour disparaître ?» Elle se redressa, droite, malgré la bonbonne d'oxygène qu'elle portait encore plus par habitude que par nécessité. Bravo se pressa contre sa jambe, gardant un œil vigilant sur les visiteurs. « Vous nous avez abandonnés, » dit-elle clairement. « Nous avons choisi de vivre, tous les trois. » Leonardo se reprit rapidement. « Nous avons fait des erreurs, maman, papa. Nous pensions faire ce qu'il y avait de mieux. »« Pour qui ?» demanda Marco. « Pour la famille ? Ou juste pour vous-même ? » « Nous restons une famille, » insista Leonardo. « Tout cela pourrait profiter à tout le monde. Même le chien va mieux grâce à cet endroit. » Lucas tente de calmer la discussion. « Écoutez, ce que vous avez construit ici est incroyable. Mais vous vieillissez. Laissez-nous vous aider à le gérer correctement. » Sans un mot, Marco entra dans la cabane. Quelques instants plus tard, il revint avec un dossier qu'il tendit à Claudia. « Puisque tu es l'avocate de la famille, tu voudras lire ceci. » Elle parcourut les documents, les yeux légèrement plissés. « Nous avons créé la fondation de guérison de Ravens Hollow, » expliqua Marco. « C'est une organisation à but non lucratif. Ta mère, Bravo et moi en sommes les administrateurs à vie. Tous les droits sur l'eau et les minéraux ont déjà été transférés. Tu ne peux pas légalement nommer un chien administrateur, » déclara Claudia d'un ton sec. « En réalité, » dit une voix calme venant du sentier. Tout le monde se retourna. Le docteur Navarro entre dans la clairière, sac médical à l'épaule, regard assuré. «
Au Colorado, on peut désigner un animal comme bénéficiaire. Des administrateurs humains agissent en son nom. C'est tout à fait légal, et ici, parfaitement approprié. Bravo quitta aussitôt sa posture de garde pour aller à sa rencontre, la queue battant doucement. « Et vous êtes » demanda Leonardo avec méfiance. « Docteur Marta Navarro » répondit-elle en s'avançant avec confiance. « Vétérinaire, j'étudie ses sources et le comportement thérapeutique de Bravo depuis 1 mois. » Elle adressa un signe respectueux à Marco et Elena. La structure juridique de la fondation est solide. Je fais partie des administrateurs qui représentent les intérêts de Bravo avec 3 autres professionnels locaux, des personnes qui ont elles-mêmes vécu la guérison ici. Claudia fronça les sourcils. Vous avez fait tout ce travail, mais vous n'avez pas trouvé le temps de contacter vos enfants. Elena soutint son regard sans ciller. Vous non plus ne nous avez pas contactés, pas avant de penser qu'il y avait quelque chose à gagner. Le docteur Navarro intervint doucement. Peut-être serait-il bon de découvrir ce que vos parents ont créé avant de poursuivre cette discussion. Ces sources offrent une perspective qui dépasse la simple guérison physique. Leonardo semblait prêt à protester, mais Lucas surprit tout le monde en se levant. « Je veux voir les sources, dit-il, si elles sont vraiment ce que les gens prétendent. » Bravo s'approcha lentement de lui, fit un tour autour de ses jambes, puis aboya doucement comme pour l'inviter. Il se tourna ensuite vers le sentier menant à la source respiratoire. « Je crois qu'il t'invite, » dit Marco d'une voix adoucie. « Le chien ?» se moqua Sylvia. « C'est lui qui choisit la source ?» Bravo a démontré une capacité exceptionnelle à associer chaque visiteur à la source dont il a besoin, expliqua le docteur Navarro. Nous avons documenté tant de cas qu'il est statistiquement impossible que ce soit une coïncidence. Lucas, hésitant mais curieux, suivit Bravo. Claudia et Leonardo échangèrent un regard avant de le rejoindre à contre-cœur. Sylvia, mal à l'aise, ferma la marche sans protester. « Gardez l'esprit ouvert », conseilla le docteur Navarro. « Les sources révèlent souvent plus qu'on ne s'y attend. » Lorsqu'ils furent partis, elle se tourna vers Marco et Elena, le visage inquiet. « Giuseppe m'a appelé quand il a su qu'ils arrivaient. Je suis venu aussi vite que possible. Vous allez bien ?»« Nous irons bien, » répondit Marco. « Nous savions que ce jour viendrait. La structure de la fondation devrait résister à toute attaque juridique, » les rassura-t-elle. « Et la communauté locale vous soutient entièrement. » Elena poussa un léger soupir. Ce n'a jamais été seulement une question de protection légale. Ils ne semblèrent s'intéresser à nous que lorsque nous avions quelque chose à offrir. Cette visite aux sources eut des effets variés. Lucas revint visiblement touché, respirant plus calmement, le regard pensif après avoir trempé ses pieds dans la source prévue pour les voies respiratoires. Claudia conserva une attitude professionnelle, mais sa surprise était évidente. La douleur articulaire chronique qu'elle supportait en silence s'était atténuée après seulement 40 minutes passées dans la source choisie pour elle par le garde forestier. Leonardo, lui, resta sceptique. Il suivit le rituel dans la source destinée aux problèmes de peau, mais repartit sans montrer la moindre émotion, soit indifférent, soit incapable d'admettre ce qu'il avait ressenti. Sylvia ne participa pas du tout. Elle resta à distance, filmant tout avec son téléphone. « Il y a un vrai potentiel ici », déclara finalement Leonardo, adoptant un ton plus mesuré. « Vous avez créé quelque chose d'extraordinaire, mais une bonne gestion pourrait aider davantage de gens et assurer la stabilité financière de la famille. »« Nous ne voulons pas du genre de sécurité financière dont tu parles », répondit fermement Marco. « Tout est une affaire, lança Sylvia. La vraie question, c'est de savoir si elle est bien gérée ou laissée au hasard. » À ce moment-là, Bravo, qui reposait calmement près de la chaise d'Elena, se redressa brusquement, les yeux fixés sur les montagnes. Il poussa un aboiement bas et urgent, suivi d'un gémissement persistant. Le docteur Navarro comprit immédiatement ce qui se passait. Il réagit à un changement de temps, quelque chose de sérieux, dit-il. Marco leva les yeux vers le ciel,
où des nuages sombres commençaient à s'amasser, obscurcissant la lumière du jour. À cette période de l'année, les crues soudaines sont un vrai danger, expliqua-t-il. S'il pleut fort là-haut, l'eau dévale à travers les anciens tunnels miniers. Bravo aboya de nouveau, plus fort, plus pressant, se faufilant entre les personnes dans la cabane comme pour les pousser à l'intérieur. Nous en reparlerons demain, dit Helena en se levant. Si Bravo sent une tempête arriver, nous devons nous préparer. D'accord, répondit Leonardo à contre-cœur, mais ce n'est pas terminé. En moins d'une heure, la tempête montra toute sa puissance. Ce qui avait commencé par un tonnerre lointain devint une micro-tempête violente qui frappa les hauteurs. La pluie ne tombait plus en gouttes, mais en rideaux. Des éclairs illuminaient le ciel noir comme des flashs incessants. Grâce aux réparations de Marco, la cabane, solide et étanche, servait désormais de refuge sûr pour tout le groupe. Bravo allait de fenêtre en fenêtre, nerveux, surveillant la fureur du vent et de la pluie. Il ne réagit jamais comme ça aux tempêtes ordinaires, remarqua Helena. Le docteur Navarro, qui avait jugé plus prudent de rester plutôt que de risquer les routes dangereuses, hocha la tête. Son comportement montre qu'il ressent plus que de simples intempéries. À mesure que la nuit tombait, la pluie devint assourdissante, frappant le toit comme un rugissement continu. De lourds bruits à l'extérieur laissaient penser à des arbres déracinés ou à des pierres tombant de la montagne. Leur maison, autrefois chaleureuse, ressemblait maintenant à une forteresse affrontant la colère de la nature. Vers minuit, Bravo bondit soudain vers la porte, aboyant vivement et la grattant avec insistance. « Il veut sortir ?» demanda Claudia stupéfaite. « Par ce temps ?»« Non, » corrigea Marco. « Il veut qu'on le suive. Quelque chose ne va pas. » Ignorant les protestations de Leonardo et Silvia au sujet du danger, Marco suivit Bravo sous la pluie battante. En quelques secondes, il fut trempé malgré son imperméable. Au lieu de se diriger vers les sources, Bravo courut vers le camion près de l'atelier. Marco pointa sa lampe torche et comprit aussitôt pourquoi. Un puissant courant d'eau descendait de la montagne, creusant un nouveau passage droit vers les panneaux solaires qui alimentaient le système d'eau et les appareils médicaux d'Helena. En quelques minutes, tout aurait pu être détruit. Guidé par les aboiements pressants de Bravo, Marco débrancha le matériel essentiel et le déplaça sur un terrain plus haut, juste avant qu'une vague d'eau boueuse n'envahisse la zone, entraînant débris et pierres. Trempés mais victorieux, ils revinrent à la cabane. À peine entré, Bravo se remit à marcher nerveusement près d'une autre porte. « Il nous avertit encore », comprit Helena. Cette fois, Lucas se porta volontaire pour le suivre, inspiré par la détermination et l'instinct du chien. Lui et Marco suivirent Bravo jusqu'au jardin, où les eaux de crue menacèrent de tout ravager. Ensemble, sous la pluie battante, ils creusèrent un canal de fortune, détournant la majeure partie de l'eau autour du jardin. Ce scénario se répéta toute la nuit. Chaque fois que Bravo pressentait un danger, il les alertait. Un sentier s'effondrant, un abri à médicaments menacé, le poulailler sur le point d'être emporté. Grâce à lui, chaque catastrophe fut évitée. Au matin, le pire de la tempête était passé, même si la pluie continuait. Épuisés, couverts de boue et trempés, ils se retrouvèrent dans la pièce principale de la cabane, unis par ce qu'ils venaient de vivre. « Ce chien vient de sauver tout l'endroit », dit Lucas. Il savait exactement ce qui était en danger. « Il a toujours perçu des choses que nous ne pouvions pas sentir », répondit Marco. « C'est grâce à lui que nous sommes encore ici. » La tempête ne cessa pas immédiatement. Elle dura encore 3 jours, moins violente mais toujours éprouvante. Les routes devinrent impraticables, bloquées par des glissements de terrain et des ponts effondrés. Lorsque le docteur Navarro utilisa son téléphone satellite, il confirma leurs craintes. Toute la région était isolée et les secours se concentraient sur les villes en contrebas. Forcés de rester ensemble, les relations familiales commencèrent à évoluer. Privés de leurs habitudes et de leurs rôles habituels, les enfants participèrent aux tâches quotidiennes nécessaires pour faire fonctionner Ravens Hollow, transporter des seaux d'eau,
consolider les bâtiments, préserver la nourriture et toujours suivre les instincts de Bravo lorsqu'un nouveau danger se profilait. Le tournant eut lieu le 4e jour, quand Elena manqua de médicaments. Malgré son amélioration, certains traitements restaient indispensables. Sans route ouverte ni livraison prévue avant au moins une semaine, l'inquiétude monta. « Maman a besoin de son traitement pour le cœur », déclara fermement Claudia. « Il doit bien y avoir une solution. » Leonardo, cette fois à court d'idées, fit les 100 pas. « On pourrait marcher jusqu'à une route praticable ?»« Pas sans grand risque, » répondit le docteur Navarro. « Les sentiers doivent être détruits à plusieurs endroits. Nous pourrions nous mettre nous-mêmes en danger. » C'est alors que Lucas remarqua que Bravo avait placé le flacon vide des médicaments d'Elena à côté d'un sac d'eau de source récolté avant la tempête. « Je crois qu'il essaie de nous dire quelque chose, » dit-il prudemment. Le docteur Navarro s'agenouilla à côté du chien. Les sources ont montré des effets importants sur la santé cardiovasculaire, expliqua-t-il. Plusieurs personnes ont pu réduire, voire arrêter leur traitement après un usage régulier de cette eau. « Tu n'es pas sérieux, » répliqua Leonardo. « Tu veux remplacer des médicaments prescrits par de l'eau de source ?»« Ce n'est pas de l'eau thermale ordinaire, » répondit Marco, « et personne ne le suggère. C'est Bravo. » À l'évocation de son nom, le chien prit délicatement le flacon et le posa devant Elena, puis poussa l'eau de source vers elle. Elena, qui avait étudié les effets des sources plus que quiconque, ne réfléchit pas longtemps. « Je vais lui faire confiance, » dit-elle. « Il ne s'est jamais trompé. » Malgré les objections de Leonardo et Claudia, elle commença à boire l'eau de la source respiratoire 3 fois par jour et appliqua des compresses imbibées d'eau minérale sur sa poitrine et son cou. Le docteur Navarro la surveilla attentivement, contrôlant ses signes vitaux. À la surprise générale, surtout de Leonardo, Elena resta stable et continua même à s'améliorer. « Sa tension est meilleure que la mienne », annonça le médecin le 6e jour. « Son cœur bat fort et régulièrement. » Quelle que soit la composition de cette eau, ajouta-t-il, elle aide son cœur encore plus que ses médicaments. Pendant l'isolement, la famille s'organisa différemment. Marco dirigeait les réparations quotidiennes, apprenant à ses enfants comment restaurer les parties endommagées de Ravens Hollow. Claudia, méthodique, prit en charge la documentation des dégâts et la planification des priorités. Lucas s'adapta vite, devenant le principal assistant de Marco et montrant un vrai talent pour le travail manuel. Leonardo, en revanche, avait du mal à s'adapter. Son esprit d'homme d'affaires ne convenait pas à un environnement où il fallait improviser sans cesse. Sylvia, d'abord réticente à se salir les mains, finit par aider Elena à remettre le jardin en état et commença à apprendre les propriétés des plantes médicinales associées à l'eau des sources. Pendant tout ce temps, Bravo resta leur protecteur et éclaireur. Il disparaissait souvent de longues heures, revenant toujours avec des informations cruciales, sentiers sûrs, zones dangereuses, ou même, une fois, un randonneur égaré qu'il ramena jusqu'à la cabane. « Ton chien devrait travailler pour la protection civile », plaisanta le randonneur en se réchauffant près du feu. À la 3e semaine, les bulletins radio annoncèrent la réouverture prochaine des routes. Mais à ce moment-là, Ravens Hollow avait déjà changé. Une grande partie des dégâts avaient été réparés grâce aux efforts communs d'une famille enfin réunie. Mieux encore, certaines améliorations avaient été faites. Lucas et Marco avaient repensé les chemins menant aux sources, avec un meilleur drainage et un sol plus stable, tandis que Claudia découvrit un véritable talent pour la pierre, érigeant de magnifiques murets de soutènement qui renforçaient aussi le terrain. Les changements les plus profonds n'étaient pas physiques, mais émotionnels. Être forcé de vivre ensemble avec un objectif commun avait adouci la distance qui s'était installée entre parents et enfants. En travaillant aux côtés de Marco, Lucas retrouva l'homme qui, autrefois, lui avait appris à construire une cabane dans les arbres. Claudia, en aidant Elena dans le jardin, se rappela les leçons silencieuses que sa mère lui donnait sur les plantes.
Leonardo resta un peu en retrait, pensant encore en termes de profit potentiel plutôt que de vivre pleinement le moment présent. Mais c'est Sylvia qui changea le plus. Elle commença à s'intéresser sincèrement aux sources et aux connaissances qu'Elena partageait sur les traitements à base de plantes. « Ma routine de soins me coûte des milliers chaque année », avoua-t-elle un après-midi, alors qu'elle soignait les plantes endommagées par la tempête avec l'eau des sources. « Mais rien n'a jamais rendu ma peau aussi belle. »« C'est ce que nous essayons de te montrer », répondit Elena avec un sourire. Ces sources n'ont jamais été destinées à devenir un commerce. Elles représentent une responsabilité, un don. Cette vérité devint évidente le jour où les équipes de secours atteignirent enfin Ravens Hollow, près de 4 semaines après le début de la tempête. Une équipe de secouristes et de membres de la garde nationale arriva, s'attendant à trouver des personnes nécessitant des soins urgents et une évacuation immédiate. À la place, ils découvrirent une communauté forte et organisée, non seulement survivante, mais épanouie malgré l'isolement. La cabane était chaude, bien approvisionnée et fonctionnait parfaitement grâce au système de purification d'eau fabriqué par Marco qui impressionna même l'ingénieur de l'équipe de secours. Bien que le jardin ait subi quelques dégâts, il produisait encore assez de légumes pour nourrir tout le monde. Mais ce qui étonna le plus les nouveaux arrivants fut la santé des personnes qu'ils étaient venus secourir, surtout celle d'Elena, dont le dossier médical la plaçait en priorité. « Madame, votre taux d'oxygène est meilleur que celui de la plupart des gens ayant la moitié de votre âge, » observa Alessia, une des secouristes. « Et ce chien, il est en pleine forme pour son âge. Quel est votre secret ?» « Une vie saine, l'air des montagnes et le meilleur système d'alerte que l'argent ne peut pas acheter, » répondit Marco. Bravo sembla comprendre le compliment. Sa queue remua doucement, mais son attention resta fixée sur Elena, attentif aux moindres signes de besoin. Lorsque l'équipe de secours repartit, laissant du matériel d'urgence, mais sans insister sur l'évacuation, le chef d'équipe prit Marco à part. « Je travaille dans le secours en montagne depuis 20 ans, dit-il. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Ces gens ne survivent pas. Ils prospèrent. Et votre chien ? C'est lui qui nous a guidés par le seul sentier sûr. Incroyable !» Marco acquiesça. Ravens Hollow protège les siens. Et bravo, il est unique. « Et maintenant ?» demanda Lucas d'une voix calme mais directe. « On ne peut pas simplement revenir à la vie d'avant. Tout cela nous a changé. » Leonardo, resté inhabituellement silencieux pendant la visite, prit enfin la parole. « J'ai réfléchi à ce qu'est vraiment cet endroit. Pas comme un projet ou un investissement, mais... » Il s'interrompit, cherchant ses mots. « Un sanctuaire. »« C'est exactement cela, » confirma Elena. Claudia approuva. « La structure légale le protège. C'est intelligent, cela empêche quiconque de posséder ou d'exploiter les sources. » Marco hocha la tête. « Nous n'avons pas construit cet endroit pour en tirer profit. Nous l'avons fait parce que nous avons reçu quelque chose de rare. Et les dons comme celui-là doivent être partagés, pas vendus. » Pendant qu'il parlait, Bravo, qui reposait tranquillement à proximité, se leva et s'approcha de Leonardo. Pendant un instant, cela sembla être un jugement. Puis, doucement, le chien posa sa patte sur le genou de Leonardo. Ce n'était pas un simple geste de salutation, c'était intentionnel. « Qu'est-ce qu'il fait ?» demanda Leonardo à voix basse. « Je crois, » dit le docteur Navarro en observant attentivement, « qu'il reconnaît ton changement intérieur. Bravo ressent plus que les problèmes de santé, il perçoit le but, l'intention. » Le docteur Navarro prit une inspiration avant d'ajouter « Quand nous vous avons envoyé ici, une partie de moi se demandait si nous vous reverrions un jour. J'avais peur que l'hiver. » Il s'interrompit, incapable de finir. « Vous pensiez que nous ne survivrions pas ?» compléta Marco à sa place. « Nous nous sommes dit que c'était la décision responsable, » continua le médecin, « que vous seriez plus en sécurité ailleurs, avec des soins médicaux. Mais nous savions ce qu'était vraiment Ravens Hollow quand nous vous avons remis les clés. Un endroit délabré où 2 personnes âgées et un vieux chien n'avaient que peu de chances de passer l'hiver. »
Et pourtant, nous l'avons fait, dit Elena, et nous n'avons pas seulement survécu, nous avons créé quelque chose qui compte, quelque chose qui nous a aidés et qui aide maintenant les autres aussi. Lucas regarda autour de lui. Alors je repose la question, et maintenant? On retourne à nos anciennes vies comme si rien ne s'était passé, ou bien quelque chose a changé en nous pour de bon. Le lendemain matin se leva clair et lumineux. L'air de la montagne était frais et pur après des semaines de pluie. Marco, habitué à se lever tôt, sortit sur le porche. Bravo était déjà là, debout, vigilant, observant la vallée. Tous deux restèrent silencieux tandis que le lever du soleil enveloppait les sommets d'une lumière dorée et ambrée. « Qu'en penses-tu, mon grand ?» demanda doucement Marco. « Les gens changent-ils vraiment ? Ou apprennent-ils seulement à mieux cacher qui ils sont ?» Bravo leva les yeux vers lui avec son regard plein de sagesse, puis se tourna lentement vers la cabane où le reste de la famille dormait encore. Un à un, ils commencèrent à apparaître. Lucas sortit le premier, ayant pris l'habitude de se lever tôt pour aider aux tâches du matin. Elena et le docteur Navarro suivirent, parlant à voix basse des nouvelles pousses qu'ils avaient remarquées, des plantes qui montraient une nette amélioration grâce à l'eau des sources. Claudia sortit à son tour avec un carnet, déjà occupé à organiser les travaux de rétablissement. Enfin, Leonardo et Sylvia apparurent, encore en train de s'habituer au matin sans réveil ni café de luxe. Le petit déjeuner se transforma en une réunion de famille improvisée, où le pain maison et les fruits conservés d'Elena servirent d'unique ordre du jour. Ils mangèrent dans un calme apaisant, le simple fait de partager un repas renforçant les liens profonds qu'ils avaient créés. Finalement, Leonardo posa sa tasse et parla avec la clarté qui avait autrefois fait de lui un homme d'affaires prospère. « Je pense qu'il est temps de parler sérieusement de l'avenir de Ravens Hollow. Pas comme d'une entreprise, mais comme de quelque chose qui appartient à notre famille. Un héritage. » Marco observa son fils aîné, s'attendant à retrouver le même stratège calculateur qu'il avait toujours connu. Mais il vit autre chose, une forme de gravité sincère, née de la réflexion plutôt que de l'ambition. « Nous t'écoutons, dit-il. » Leonardo prit une inspiration. « Ces dernières semaines, nous avons été témoins de quelque chose d'extraordinaire ici. Pas seulement les sources ou les instincts de Bravo, même si c'est déjà incroyable. Je parle d'un sentiment plus profond, un sens, une direction, une manière de vivre que nous avions perdu en courant après la réussite. » Sa voix se brisa légèrement en admettant cela avec une honnêteté inhabituelle. Lucas se pencha en avant. « Alors, tu veux dire quoi, Leonardo, qu'on déménage tous dans les montagnes pour vivre sans électricité ?»« Non, » répondit Leonardo en secouant la tête. « Je dis que Ravens Hollow représente quelque chose qui mérite d'être préservé, quelque chose de plus grand que le gain personnel. La fondation que vous avez créée, dit-il en regardant Marco, protège déjà cela, mais peut-être qu'il existe un juste milieu entre tout fermer et en faire une entreprise. » « Une expansion contrôlée, » proposa Claudia, « quelque chose de structuré, une façon de préserver la nature du lieu, tout en permettant à d'autres d'en bénéficier. » Marco jeta un regard à Elena avant de demander « Et concrètement, à quoi ça ressemblerait ?» Leonardo fit un geste cherchant ses mots. « Nous pourrions faire de Ravens Hollow un sanctuaire de guérison. Pas un hôtel de luxe ni un spa, mais un lieu de retraite pour les personnes souffrant de maladies chroniques. Un endroit où elles pourraient rester assez longtemps pour profiter des sources et des instincts de Bravo, sans avoir besoin d'être riche pour le faire. « Et qui gérerait ce sanctuaire ?» demanda Marco. « Vous, » répondit simplement Leonardo, « toi et maman, avec Bravo. Vous êtes les seuls à comprendre ce que ce lieu représente vraiment. Nous pourrions vous aider, soutien juridique, organisation, amélioration, tout ce qu'il faut, mais le cœur de Ravens Hollow resterait entre vos mains. » Bravo, qui écoutait calmement, se leva et s'approcha de Leonardo. Il le renifla, fit lentement le tour de lui, puis s'assit droit devant lui, le regard plongé dans le sien. «
Après un long silence, il laissa échapper un seul aboiement grave avant de retourner auprès de Marco. Personne ne sut vraiment ce que cela signifiait. « Je crois, dit le docteur Navarro en pesant ses mots, que Bravo réfléchit encore. Il sent ta sincérité, pour l'instant, mais il attend peut-être de voir si tes actes correspondront à tes intentions. » Leonardo hocha lentement la tête. « C'est juste, je ne lui ai pas donné, ni à vous, beaucoup de raisons de me faire confiance dernièrement. » Sylvia, qui n'avait presque rien dit, prit la parole. « Il y a autre chose dont nous devrions parler. » Elle regarda Leonardo avant de poursuivre. « J'ai filmé et pris des notes depuis notre arrivée, sur les sources, les changements. Bravo. Au début, je pensais en faire une campagne parfaite. Mais maintenant... » Elle hésita. « Maintenant, je vois les choses autrement. Ce n'est pas une marque, c'est un héritage. » Elle se tourna vers Marco. « Et si nous lancions un véritable projet de documentation ? Pas pour attirer l'attention, mais pour préserver. Nous pourrions enregistrer les effets de l'eau, la façon dont Bravo communique, tout ce que vous et Elena avez appris au fil des années. » Marco la regarda avec étonnement. La femme ambitieuse et obsédée par le statut qu'il connaissait semblait avoir disparu, remplacée par quelqu'un de sincèrement curieux et impliqué. « Tu as raison, dit-il, il y a une vraie valeur à tout documenter, surtout parce que nous ne comprenons pas encore comment Bravo sait ce qu'il sait. » Le docteur Navarro approuva vivement. D'un point de vue scientifique, c'est révolutionnaire. Pas pour le commercialiser, mais pour le comprendre. Il y a ici une forme de guérison que la médecine moderne n'a pas encore atteinte. La conversation se poursuivit toute la matinée, passant des idées à la planification. Claudia commença à établir un cadre juridique pour protéger la mission de Ravens Hollow. Lucas, étonnamment pragmatique, proposa des améliorations d'infrastructures permettant d'accueillir des visiteurs sans nuire à la beauté naturelle du lieu. Même Leonardo, autrefois obsédé par le profit, se concentra sur la durabilité et la préservation à long terme. Bravo se déplaçait silencieusement parmi eux, s'asseyant brièvement près de chacun, comme pour jauger la sincérité de leurs intentions. À midi, leur vision prit forme. Ravens Hollow deviendrait un refuge de guérison, limité, réfléchi et guidé par le soin. Les visiteurs seraient accueillis sur recommandation, non par publicité. Les logements resteraient simples, respectueux de la nature. Les sources seraient utilisées dans le calme, avec respect, et tout revenu au-delà des frais de fonctionnement servirait à financer la recherche et la conservation. « Je pense que cela pourrait fonctionner, » dit Marco pensivement, « mais seulement si nous restons concentrés sur la guérison, pas sur le profit. »« Et si Bravo approuve les visiteurs, » ajouta Elena, « son instinct vaut mieux que n'importe quel système de sélection. » Leur engagement commun fut mis à l'épreuve cet après-midi-là. Un camion arrive par la route récemment dégagée. Giuseppe Moretti en descendit, marchant avec une aisance étonnante pour un homme autrefois rongé par des douleurs à la hanche. Rosa le suivit et derrière eux, 3 autres véhicules arrivèrent. Des habitants qui fréquentaient les sources avant la tempête. « On a entendu dire que la route était de nouveau ouverte, » lança Giuseppe avec un large sourire. « On a apporté quelques provisions et aussi des gens à qui leur traitement manquait. » Bravo descendit aussitôt pour accueillir les nouveaux venus, tournant autour de chacun d'eux avec attention. Il guida doucement une vieille femme aux mains tremblantes vers le sentier menant à la source pour les articulations. Marco en profita pour présenter ses enfants aux visiteurs, observant leur réaction face à Bravo à l'œuvre. Le chien bougeait avec une précision étonnante, observant chaque personne avant de la diriger vers la source la plus adaptée à son besoin. Parfois, il rapportait même des objets pour faciliter les soins, un coussin pour s'asseoir, une louche pour boire l'eau ou des herbes du jardin d'Elena pour renforcer les effets. « Je n'ai jamais vu rien de tel », murmura Claudia, observant Bravo aider un homme souffrant à respirer à trouver le chemin de la source respiratoire. « On dirait un médecin sans diplôme. »« Mieux que beaucoup de médecins que j'ai connus », ajouta Giuseppe. « Ce chien savait ce dont j'avais besoin avant même que je parle. »
Je n'ai plus eu de douleur depuis des mois, après des années de spécialistes qui me disaient que seule une opération pouvait m'aider. Au fil de l'après-midi, d'autres habitants arrivèrent, ayant appris que la route était enfin ouverte. Chacun fut accueilli par Bravo, observé avec soin, puis conduit vers la bonne source. Ils apportaient des récits de guérison et de rétablissement que la science ne pouvait expliquer. En regardant défiler ses visiteurs, Leonardo se tourna vers Marco, profondément ému. « Ce que vous avez créé ici, c'est incroyable. Pas seulement les sources, c'est cette communauté. Ces gens vous font confiance, et ils font confiance à Bravo. » Marco hocha la tête. « Nous n'avons pas trouvé cet endroit. C'est lui qui nous a trouvés. Nous sommes simplement là pour en prendre soin. » Le docteur Navarro, qui avait pris des notes toute la journée, leva les yeux de son carnet. « 17 personnes, dit-il, chacune guidée vers une source précise, chacune rapportant une amélioration. Statistiquement, c'est stupéfiant. » À la tombée de la nuit, la famille se réunit à nouveau autour de la table. Les événements de la journée leur avaient donné une conscience plus profonde de ce que représentait Ravens Hollow, quelque chose qui dépassait leur propre existence. Lucas s'adossa, pensif. Peut-être qu'on se pose la mauvaise question. On se demande toujours ce qu'on doit faire de Ravens Hollow. Mais la vraie question, c'est peut-être, qu'est-ce qui nous arrive à nous? Quelle est notre place dans tout ça? Leonardo acquiesça lentement. Il a raison. Cet endroit n'a pas besoin de nous pour exister. Il guérissait déjà des gens bien avant notre arrivée, et il continuera longtemps après nous. Il regarda ses parents. La vraie question, c'est de savoir si nous méritons d'en faire partie. Marco jeta un œil vers Bravo. Peut-être que c'est quelque chose qu'il peut nous aider à comprendre. Comme s'il avait entendu son nom, Bravo se leva et s'approcha de la table. Il ne se précipita pas. Ses gestes étaient lents, précis. Un par un, il s'arrêta devant chaque membre de la famille, les observant attentivement. Lorsqu'il arriva devant Leonardo, il s'arrêta net et plongea son regard dans le sien. Puis, à la surprise générale, il avança et posa doucement sa tête contre la poitrine de Leonardo. Ce n'était pas un geste d'affection. On aurait dit qu'il écoutait quelque chose à l'intérieur. Après quelques secondes immobiles, Bravo recula, laissa échapper un aboiement bas et revint se placer près de Marco. « Qu'est-ce que c'était ?» demanda Leonardo, visiblement troublé. Le docteur Navarro, qui suivait les comportements du chien, répondit prudemment. « Je crois qu'il écoutait ton cœur, littéralement, pas au sens figuré. »« Mon cœur » répéta Leonardo avant de baisser les yeux. « Je fais des examens depuis quelque temps, battements irréguliers, douleurs thoraciques, rien de concluant pour l'instant, mais assez sérieux pour me faire réfléchir à la suite si ça s'aggrave. » Claudia le fixa, choquée. « Pourquoi tu n'as rien dit? Est-ce que vous m'auriez cru ?» demanda-t-il doucement. Marco le regarda et répondit « Oui », surtout si Bravo l'avait confirmé. Leonardo tourna la tête vers le chien. « Alors, quand il m'a conduit à cette source le premier jour, il te guidait vers la guérison, » confirma le docteur Navarro, « comme il l'a fait pour ta mère. Sa capacité à détecter et à réagir à ces choses est vraiment exceptionnelle. » L'atmosphère autour de la table changea. Il n'était plus question de plan ou de débat, mais de fragilité partagée. La confession de Leonardo éclairait son comportement récent, son besoin de contrôle, de léguer quelque chose. Bravo, immobile jusque-là, revint vers lui et lui poussa la main avec insistance. « Je crois, dit Marco calmement, qu'il te dit qu'il est temps pour un autre traitement. Ce soir. » Sylvia, la voix tremblante, posa sa main sur le bras de son mari. « Vas-y, Leonardo, fais-lui confiance, quoi qu'il sente. » Sous la lumière douce des lanternes, Leonardo suivit Bravo jusqu'à la plus grande des sources, la même qu'Elena utilisait pour ses soins respiratoires, celle dont les carnets de Giovanni disaient qu'elle aidait les maladies du cœur. Le reste de la famille suivit à distance, lié par une inquiétude silencieuse. Arrivé à la source, Bravo guida Leonardo vers un endroit précis, où l'eau tombait naturellement à hauteur d'épaule.
Le docteur Navarro reste à proximité pour le surveiller. Leonardo entre dans l'eau tiède. Le changement fut presque immédiat. La tension disparut de son visage. « Je sens mon cœur se calmer, murmura-t-il, plus fort, plus régulier. » Le docteur Navarro prit son pouls. « Ton rythme se stabilise, il s'équilibre. » Quels que soient les minéraux contenus dans cette source, expliqua-t-il, ils agissent directement sur ton système cardiovasculaire. Leonardo leva les yeux vers ses parents, l'émotion dans le regard. « Je suis venu ici en pensant pouvoir vous aider, avoua-t-il, mais en réalité, c'est vous qui me sauvez. » Marco secoua la tête. « Pas nous, répondit-il doucement, c'est la montagne. Et bravo. Parfois, la guérison commence quand on apprend à lâcher prise. » L'air autour d'eux semblait s'immobiliser, comme si la montagne elle-même reconnaissait ce moment. Bravo, assis au bord de la source, observait Leonardo, Marco et Elena. Il était le gardien silencieux de quelque chose de plus grand que tous, le lien vivant d'un héritage qu'il commençait seulement à comprendre. Dans les jours qui suivirent, une nouvelle clarté guida la famille. Leonardo, profondément changé par sa peur et par l'intervention intuitive de Bravo, abandonna son besoin de diriger. Il mit désormais ses compétences d'homme d'affaires au service de la création de la fondation Ravens Hollow, un sanctuaire protégé dédié à la guérison. Son objectif n'était plus le contrôle, mais la contribution. Claudia, touchée par sa propre guérison, prit la tête de la protection juridique. Son expertise légale, alliée à son attachement grandissant pour les sources, lui permit de rédiger des cadres solides protégeant la Terre et sa mission. Elle fit aussi appel à son réseau professionnel pour impliquer des experts en conservation. Lucas, toujours le plus adaptable, découvrit un talent pour concevoir et construire les petits bâtiments destinés à accueillir les visiteurs. Aux côtés de Marco, il retrouva les gestes appris dans son enfance. Contrairement à son ancien travail de bureau, ce qu'il construisait ici avait du sens, quelque chose de concret, de durable. Mais c'est Sylvia qui changea le plus. Autrefois tournée vers l'apparence et l'influence, elle s'impliqua passionnément dans le projet de documentation. Sous la direction du docteur Navarro, son expérience des médias devint un outil pour préserver des récits authentiques plutôt que des images parfaites. Elle commença à compiler les méthodes thérapeutiques de Bravo et les effets des sources, construisant une base de connaissances mêlant science et expérience. À travers tout cela, Bravo resta le pilier, le véritable cœur de Ravens Hollow. Son don pour évaluer les gens, les guider vers le bon traitement et suivre discrètement leur rétablissement devint le fondement du modèle du sanctuaire. Le travail continu du docteur Navarro apporta une crédibilité scientifique à ce que beaucoup auraient pu qualifier de mystique. « Ce que vous avez créé ici, » dit un soir le docteur Navarro à Marco et Elena, « c'est un modèle complet de guérison intégrative. Les sources offrent la ressource naturelle, Bravo apporte l'intuition et la guidance, et cette communauté, votre famille, fournit le soutien humain. C'est ainsi que la médecine devrait être. » 6 mois après la tempête qui les avait réunis, Ravens Hollow accueillit son premier groupe officiel de visiteurs. Des patients âgés atteints de maladies chroniques que la médecine traditionnelle n'avait pas su traiter. Le processus de sélection, supervisé par le docteur Navarro et un panel de professionnels de santé, privilégiait le besoin plutôt que les moyens financiers. Grâce à un système de paiement flexible, personne ne fut refusé. Bravo, désormais directeur thérapeutique du sanctuaire, son titre étant reconnu légalement par des représentants humains, accueillait chaque visiteur selon son rituel d'évaluation habituel. L'âge ne l'avait pas affaibli, au contraire, les sources semblaient l'avoir rajeuni. À 11 ans, il se déplaçait avec la force et l'agilité d'un jeune chien, et même le blanc de son museau s'était estompé. C'est comme la preuve vivante de ce que les sources peuvent faire, remarqua Lucas un après-midi. Un Benjamin Button médical. La réputation du sanctuaire se répandit sans publicité, uniquement par le bouche à oreille. Des médecins adressaient discrètement leurs patients sans autre solution. Des instituts de recherche commencèrent à s'y intéresser, proposant des études pour explorer les propriétés de l'eau et les méthodes de Bravo.
Les habitants du coin continuaient leurs visites régulières, maintenant vivant le lien entre le sanctuaire et ses origines. Même Leonardo, qui partageait désormais son temps entre la ville et la montagne, connut une transformation remarquable. Grâce aux soins constants et à la guidance de Bravo, son problème cardiaque s'était stabilisé de manière si spectaculaire que son médecin parla d'un « mystère clinique ». Lors d'une de ses visites, Leonardo vint accompagné de ses enfants, des adolescents autrefois absorbés par leurs écoles privées et leur vie numérique, trop distraits pour passer du temps avec leurs grands-parents. Au début, ils arrivèrent à contre-cœur, les yeux rivés sur leur téléphone, peu sensibles au charme rustique du lieu. Mais Ravens Hollow exerça peu à peu son influence silencieuse. Bravo, comme toujours, perçut leurs besoins sans qu'ils aient à parler. Il se lia à eux sans un mot, les guidant doucement vers des moments de calme et de réflexion. Un soir, la fille de Leonardo se tourna vers Elena, intriguée. « Grand-mère, demanda-t-elle, comment Bravo sait-il toujours ce qui ne va pas, même quand on ne dit rien ?» Elena sourit, le regard plein de douceur. « Parce qu'il écoute avec plus que ses oreilles, » répondit-elle. « Il écoute avec son cœur. Et c'est quelque chose que beaucoup de gens oublient de faire. » La jeune fille hocha la tête, songeuse. « Je crois que je préférerais apprendre ce que c'est Bravo plutôt que de chercher plus d'abonnés sur Instagram. » Ce simple échange entre générations résumait parfaitement ce qu'était devenu Ravens Hollow. Ce n'était pas seulement un lieu où les corps guérissaient, mais un espace où les blessures plus profondes, plus silencieuses, commençaient elles aussi à se refermer. Les enfants qui s'étaient autrefois éloignés de leurs parents revenaient désormais, non par devoir, mais par un vrai désir de faire partie de quelque chose qui avait du sens. Lucas finit par s'installer définitivement, construisant une petite cabane sur le domaine. Grâce à ses talents de concepteur, il contribua à améliorer le sanctuaire tout en s'éloignant peu à peu de la carrière qu'il croyait autrefois essentielle à son identité. Claudia poursuivit son travail juridique, mais en orientant désormais sa pratique vers la défense de l'environnement et l'aide aux personnes âgées, utilisant Ravens Hollow comme boussole morale. Même Sylvia, autrefois obsédée par le statut et la réussite matérielle, trouva un nouveau sens à travers la documentation des récits de guérison issus du sanctuaire. Mais la transformation la plus profonde appartenait à Marco et Elena. Jadis oubliés et méprisés, ils étaient désormais au cœur d'une communauté florissante. Leur expérience, autrefois ignorée, était devenue précieuse et recherchée. Le savoir-faire de Marco et la sérénité d'Elena s'étaient pleinement exprimés dans la maison qu'ils avaient reconstruite à partir des ruines. Une nuit, on croyait que tout était fini, dit Marco doucement, assis à côté d'Elena sur le porche. Et en fait, c'était le début de quelque chose de nouveau. Elena acquiesça, contemplant le paysage qui s'étendait devant eux. Nos enfants nous avaient jetés de côté comme si nous ne comptions plus. Mais cette montagne nous a rappelé que nous avions encore une raison d'être. À leurs pieds, Bravo, couché paisiblement, leva la tête en entendant leur voix. À 11 ans, il ne montrait aucun signe de fatigue. Son regard restait vif, son corps fort, nourri par les eaux mêmes vers lesquelles il avait guidé tant d'autres. « Et toi ?» dit Marco en s'adressant au chien avec tendresse. « Tu avais tout compris avant nous. Tu savais que cet endroit nous attendait, que nous devions le protéger. » La queue de Bravo balaya doucement le bois du porche comme une approbation silencieuse. Puis soudain, il se redressa, les oreilles tournées vers la route. Il n'était pas inquiet, juste attentif. Quelques instants plus tard, un camion apparut au loin. Lucas revenait du village avec des provisions, mais il n'était pas seul. Sur le siège passager se trouvait le docteur Navarro et à l'arrière, une surprise. Un jeune croisé berger allemand aux traits frappants, rappelant étrangement ceux de Bravo. Le véhicule s'arrêta et Bravo trotta pour aller à leur rencontre. Son regard se posa sur le chiot qui descendit prudemment, comme s'il le reconnaissait. Il y eut dans leur approche quelque chose d'à la fois calme et solennel. « Je l'ai trouvé au refuge »,
expliqua Lucas. Il y avait quelque chose chez elle qui m'a fait penser à Bravo. Alors j'ai demandé au docteur Navarro d'y jeter un œil. Le docteur Navarro acquiesça. Ses analyses ADN sont intéressantes. Elle partage des marqueurs génétiques avec Bravo, peut-être une descendante. Difficile de dire à quel degré, mais le lien existe. Marco se souvint d'un passage du journal de Giovanni. Les petits de Shadow se sont dispersés dans tout le pays, mais je crois que l'un d'eux reviendra un jour, quand les sources auront de nouveau besoin d'un gardien. Les chiens se souviennent de ce que les humains oublient. Tu crois, commença Elena, observant la jeune chienne qui imitait les gestes de Bravo. Qu'elle est là pour apprendre de lui, termina le docteur Navarro. Scientifiquement, je ne peux pas l'affirmer, mais après tout ce que nous avons vu ici, plus rien ne m'étonnerait. Bravo ne sera pas là éternellement. Peut-être que la nature prépare déjà son héritière. Comme si elle comprenait, la petite s'approcha du porche. Son regard se fixa sur Marco et Elena avec une intensité étonnante pour un si jeune chien. Puis, elle leva une patte et la posa délicatement sur la première marche, sans monter davantage, juste pour établir un lien. Bravo remonta sur le porche et se coucha entre Marco et Elena. Il regarda la chienne, puis ses humains, attendant. « Je crois, dit Marco à voix basse, qu'on nous présente l'avenir de Ravens Hollow. » Elena sourit. « Bienvenue, petite. » Avec une assurance tranquille, la jeune chienne grimpa les marches et s'allongea à côté de Bravo, adoptant presque la même posture que lui. Ensemble, ils tournèrent le regard vers la vallée, un sanctuaire désormais lié à la fois au passé et à l'avenir. Alors que le crépuscule enveloppait la montagne, Marco repensa au long chemin parcouru. Ce qui avait commencé dans le rejet et la perte s'était transformé en but et en unité. Les enfants qui les avaient autrefois écartés œuvraient maintenant à préserver leur héritage. La montagne, jadis perçue comme un exil, était devenue un foyer. Et à travers tout cela, Bravo avait été leur guide, fidèle quand d'autres les avaient abandonnés, sage quand personne n'avait de réponse, guérisseur là où la médecine avait échoué. Il n'avait jamais rien demandé, seulement donné. Et maintenant, alors qu'une nouvelle génération veillait à ses côtés, son héritage continuait.